Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire, un webinaire qui est dédié en fait à la déduction fiscale, ce que l'on peut déduire. Alors vous avez vu un petit morceau de vidéo, un peu de fraîcheur dans ce monde un peu culpabilisant, cette société un peu oppressante ces temps-ci. Donc ce que je vous propose, on va rentrer quand même dans des choses un petit peu plus hard, et c'est pour ça que je trouvais que c'était sympa de mettre un peu de disco avant, mais enfin pour ceux et celles qui me connaissent déjà, ils savent que on commence toujours comme cela. Alors, je disais effectivement que nous allons voir un webinaire dédié aux frais et aux dépenses et qu'est-ce que l'on peut déduire. Vous savez, on est en live, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. On se trouve également dans un système qui vous permet d'avoir un replay directement et vous pouvez voir également nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Puis si vous avez des questions à poser, soit vous les poserez directement là, vous pourrez toujours les poser soit sur LinkedIn, je suis assez présent et je communique pas mal, ou directement sur Dux, bien évidemment. Alors, comme je le disais, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dux, je suis également expert comptable et je vais avoir le plaisir de vous animer sur la déductibilité. Mais avant de poser cette question, on va se poser, mais quel est l'intérêt de déduire? Parce que somme toute, si on doit faire quelque chose au niveau d'un boulot, la première question qu'on doit se poser, mais est-ce qu'il y a un intérêt? Voilà, c'est la vraie question et vous allez vite comprendre. Eh bien, en fait, c'est super simple. C'est plus vous avez de charges dans votre société, plus votre base imposable à l'impôt sur les sociétés, si vous êtes à l'IS, ou la base imposable à l'impôt sur le revenu, si vous êtes à l'IR, va se réduire. Alors, le but, c'est pas d'avoir plus de charges, le but, c'est d'avoir la certitude que vous allez pouvoir mettre au sein de votre société l'intégralité de toutes les charges qu'elle paye ou que vous payez à titre personnel pour pouvoir la refacturer. Ça, c'est très important. Et pour illustrer ce slide-là, eh bien, je prends cet exemple que si j'ai par exemple 100 € de frais et si mon impôt sur les sociétés est à 15%, eh bien, dans ces cas-là, je vais économiser 15 €, si bien que le coût réel de ma société sera de 85 €. Et si mon impôt sur les sociétés est à 28, dans ces cas-là, mon impôt sur les sociétés, enfin, mon coût réel des frais sera à 72 €. Alors, pour ceux et celles qui se disent, est-ce que moi, mon IS est à 15 ou à 28, c'est super simple. Quand vous avez un impôt sur les sociétés sur des profits qui sont inférieurs à 38 120, l'impôt sur les sociétés est à 15%, à la condition, bien évidemment, que vous ayez libéré la totalité du capital. Et quand vous avez du bénéfice qui va au-delà des 38 120 €, il est taxé à 28%. Je prends un exemple. J'ai 48 120 € de bénéfice. 15% frapperont les 38 120 premiers euros et les 10 000 restants seront taxés à 28%. Voilà très exactement l'intérêt de pouvoir déduire. Et puis, je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même passer un petit cran supplémentaire et je vais parler quand même de la TVA parce que souvent, quand on peut récupérer une charge et qu'on est bien évidemment soumis à TVA, eh bien souvent on récupère la TVA. Si je prends le même exemple avec 100 €, eh bien je récupère 17 €, c'est-à-dire les 20% à l'intérieur des 100 €, et je vais quand même économiser de l'impôt sur les sociétés, soit 12, soit 23, c'est-à-dire un petit peu moins, puisque là je récupère la TVA, et j'aurai un coût réel de 71 et de 60 €. Donc, vous comprenez bien effectivement que si vous pouvez non seulement déduire la charge de l'impôt sur les sociétés ou de la base imposable à l'impôt sur le revenu éventuellement, et que vous pouvez récupérer les TVA, eh bien, le coût est moindre. Et maintenant, on pourrait aller un petit peu plus loin. Si ce n'était pas déductible, ce serait 100 et 100, bien évidemment, puisque je ne pourrais pas déduire du tout quoi que ce soit. Mais surtout, si je devais payer et oublier de mettre cet argent au sein de la société. Par exemple, j'ai un abonnement téléphonique, je le paye tous les mois, j'oublie de le mettre dans la société, eh bien, la réalité, c'est que les 100 € que vous avez dépensés, ça vous a coûté 200 €. Pourquoi? Parce que pour avoir 100 € net, vous avez été obligé de payer à la fois la TVA, vous avez été obligé d'avoir des revenus salariales, des charges patronales et tout ce qui va avec. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas nécessairement le meilleur plan en la matière. Donc, le sommaire qu'on va étudier maintenant, il est relativement simple. Vous allez avoir
je vais vous parler de fiscalité, hein, vous pourrez poser les questions. Il y a la règle, il y a l'interdit, il y a l'exclusion, il y a le mixte, il y a les dépenses contrôlées et il y a la TVA. On va étudier ces 6 points, vous allez voir, ce n'est pas très long, mais c'est très important de comprendre la philosophie parce que les gens pensent que la fiscalité, ça fait 1 plus 1, ça fait 2. Eh bien, ce n'est pas tout à fait vrai. C'est pour partie vrai, mais dans la réalité, il y a des interprétations qui sont très importantes et qu'il faut connaître. La première, c'est qu'il y a une règle, d'accord, hein, c'est ce qu'on appelle le Code général des impôts qui définit en fait quelles sont les différentes situations. La première, c'est que pour que une charge soit déductible, il faut qu'il y ait un intérêt direct de l'exploitation. Je prends un exemple pour bien comprendre ces différents points. C'est que si, par exemple, vous avez un magasin de vente de chaussures, par exemple, et que vous décidez à louer des bicyclettes, en achetant les bicyclettes, eh bien, on pourra dire clairement qu'il n'y a pas d'intérêt direct de l'exploitation et vous pourrez avoir des difficultés de déduction des achats de vélos, etc. Vous voyez, donc l'intérêt direct de l'exploitation, c'est super important. C'est ce qu'on appelle, excusez-moi, le lien avec l'objet social. Et l'intérêt direct de l'exploitation, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt. Par exemple, de se dire, je vais acheter par exemple, je vais faire un repas, j'invite une personne à déjeuner, cette personne m'amène du business, est-ce que je peux déduire cela? Est-ce qu'il y a un intérêt direct de l'exploitation? Si cette personne, c'est votre client, si c'est un prospect, si c'est un prescripteur, il y aura toujours un intérêt. Mais par contre, si la personne n'a rien à voir, qu'elle est simplement de votre famille, c'est votre neveu, par exemple, et que vous l'invitez, je ne sais pas, chez McDo, eh bien, la charge ne sera pas déductible parce qu'il n'y a pas d'intérêt direct de l'exploitation. Donc, il faut qu'il y ait toujours un intérêt direct pour l'exploitation de votre entreprise. La gestion normale, il faut que ça se passe dans des conditions normales. Et le lien avec l'objet social, c'est celui que j'ai interverti tout à l'heure, c'était celui qui avait trait notamment avec une obligation que vous ayez dans vos statuts ou dans votre déclaration dite M0 ou M1, d'avoir la certitude que dans votre objet social, eh bien, il y ait absolument les raisons pour lesquelles vous avez déduit ces charges. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est les conditions de fond. Et puis, il y a des conditions de forme. Il faut avoir une pièce justificative. Il faut que ce soit comptabilisé comptablement. Il faut que ce soit rattaché à l'exercice d'engagement. Donc, fréquemment, on se retrouve avec des situations un peu bizarres où il n'y a pas de pièce justificative. Il y a des tolérances administratives. Par exemple, vous allez faire le plein d'essence parce que vous avez une voiture inscrite dans votre société. Si vous êtes comme moi, ça a dû nécessairement vous arriver. Vous mettez votre carte bleue, vous faites le plein, et puis au moment de récupérer la pièce justificative, hop, elle a disparu, elle n'est pas là, elle est mangée, et vous êtes complètement coincé. Moralité de l'histoire, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où il n'y a pas de pièce justificative. Mais, cependant, il y a une tolérance administrative de la part de l'inspecteur fiscal qui va l'appliquer ou pas, cette tolérance, et qui va accepter, en cas de contrôle fiscal, de ne pas avoir cette pièce. D'où l'idée d'ailleurs de payer toujours avec votre carte bleue professionnelle dans ces conditions-là. Il faut que ce soit comptabilisé, bon, que ce soit en compta, c'est relativement simple, et il faut que ce soit rattaché à l'exercice d'engagement. Parfois, on me pose des questions en me disant, tiens, en fait, j'ai oublié une dépense que j'avais faite il y a 3 ans, est-ce que je peux la mettre? En théorie, non. Pourquoi? Parce qu'en cas de contrôle fiscal, comme la charge aurait dû être enregistrée 3 ans auparavant, eh bien, en cas de contrôle fiscal, l'administration peut dire cette charge ne concerne pas cet exercice, vous auriez dû la rattacher à l'exercice -3, donc on la refuse. Alors, autant vous dire que c'est quand même relativement rare. Déjà, avoir un contrôle fiscal, c'est quand même relativement rare en France. Et deuxièmement, il faudrait que ça te tombe dessus. Et troisièmement, ce serait franchement de pas de chance si ça venait à vous arriver. Mais voilà, c'est les conditions de fond et c'est les conditions de forme. Ça, c'était les règles. Maintenant, on va parler des dépenses qui sont interdites. Ça veut dire que de façon très claire, c'est cuit. Ça veut dire que vous ne pouvez rien faire du tout. Ça vous est formellement interdit d'avoir cette dépense. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les dépenses dites somptuaires. Alors, ça veut dire quoi une dépense somptuaire? Ça veut dire une dépense un peu de luxe, pour faire super simple. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les dépenses de luxe? L'État
a, de façon très concrète, défini ce que c'était. C'est toutes les dépenses de chasse, de loisirs. Ne me demandez pas pourquoi c'est des dépenses luxueuses, hein, parce que après tout, on peut faire un week-end de chasse peut-être pas très cher. Alors, je suis pas chasseur personnellement, mais je sais qu'en tout cas, ça a été considéré en France comme des dépenses de luxe. Les pêches non professionnelles, donc là, vous allez à la pêche, je sais pas, pêcher du merlu ou autre chose, un poisson, c'est pas déductible. On ne peut pas non plus avoir des achats ou de location d'entretien de villas. Donc ça, c'était pour éviter que les maisons secondaires puissent être prises en charge dans le cadre des sociétés. On exclut également les yachts et les bateaux de plaisance. Donc là, clairement, ces dépenses ne peuvent pas être déductibles. Alors, il est évident que de façon très concrète, je regarde vos trucs, ça me fait marrer, que de façon très concrète, si maintenant vous êtes vendeur de bateau, bien évidemment que l'entretien du bateau, vous allez pouvoir le mettre. Mais si ce n'est pas votre objet professionnel, ça ne marchera pas. Et puis, si effectivement vous êtes, je sais pas moi, vendeur d'armes de chasse, il est évident que les cartouches, etc., pourront entrer dans le coût d'entretien de votre entreprise. Alors Pascal qui me dit, est-ce que j'ai réservé Versailles, ça ne marche pas? Eh bien, si, Pascal, tu peux. Pourquoi? Parce que de façon très concrète, ce n'est pas considéré comme une villa d'agrément. Alors là, franchement, ce serait pour toi Versailles une villa d'agrément. Soit tu dépendrais directement de leur royauté, hein, de Louis XVI, et tu serais l'enfant caché, entre parenthèses. Soit pour les autres, tu peux louer des salles à Versailles et c'est déductible. Là-dessus, pas de souci. Donc, tu vois, la question un peu amusante, finalement, il y a quand même une réponse. Fabrice, est-ce qu'à Costard, on y arrivera? Hugo, ok. Donna, voilà, aussi pareil. Jean-Marie, est-ce que du matériel de sport pour les personnes travaillant pour l'entreprise serait considéré comme une dépense somptuaire? Non, Jean-Marie. Quand on parle de dépenses interdites, c'est vraiment celles qui ne sont pas. Et maintenant, donc ça, je les ai énumérés. Donc, on oublie le yacht, etc., pour les conditions dont j'ai parlé. Maintenant, les dépenses ne rentrant pas dans l'intérêt de l'activité. Et ça, c'est une vraie question. Quand on parle de l'intérêt de l'activité, il y a bien évidemment quelque chose, comme je citais tout à l'heure, d'aller chez McDonald's en invitant son neveu. Ça ne rentre pas dans l'intérêt de l'activité. Maintenant, la question de toi, Jean-Marie, c'est est-ce que du matériel de sport, pour les personnes qui travaillent, est-ce que ça peut être considéré comme une dépense somptuaire? La réponse est non. Hein, ce n'est pas considéré comme une dépense somptuaire. Maintenant, est-ce qu'elle rentre dans l'intérêt de l'activité? Ça, c'est une autre démarche. Alors, 5 secondes, je vais faire un petit truc. Je suis dans le sud de la France et le soleil se couche. On va terminer en noir, ça va être un petit peu compliqué. Alors, ça va être un peu complexe. Donc, de façon très concrète, ça rentre bien. Donc, donc voilà. Donc, on va y aller. On va aller jusqu'au bout, hein, Jean-Marie, hein, dans le raisonnement, et tu vas voir. En tous les cas, là, ces dépenses. Merci José. Ces dépenses, effectivement, sont fondamentalement pas dans les dépenses somptuaires. Donc, on va maintenant prendre ce qu'on appelle les exclusions, hein, celles effectivement qui ne rentrent jamais, quoi qu'il arrive. Ce sont les impôts. Les impôts, quand tu payes ton impôt sur les sociétés, ce n'est pas déductible, bien évidemment. Les pénalités, alors ça, c'était quelque chose, il y a 20 ans, on pouvait le faire, mais de façon très concrète. Aujourd'hui, les pénalités, à partir du moment où on se prend une amende, un retard de paiement de la part d'un fournisseur qui n'est pas payé, qui colle une amende, les impôts qui collent des amendes, eh bien, ces amendes-là ne sont jamais déductibles fiscalement. Et puis, on est en France, on fabrique beaucoup de voitures, mais néanmoins, l'État français, je ne sais pas pourquoi, mais il en veut aux voitures. Et donc, en France, lorsqu'on a un véhicule du style un véhicule à essence ou autre chose, eh bien, on peut dépenser 18 300 en tout. Et tout ce qui va être au-dessus sera réintégré. Alors, que la voiture soit achetée, qu'elle soit louée ou qu'elle soit prise en crédit bail, ça ne change strictement rien du tout. Systématiquement, elles sont réintégrées. Et bien évidemment, j'ai parlé de ce que j'appelle les amortissements excédentaires. On a aussi les TVS,
taxe sur les véhicules de société, donc ce qui est en fonction du CO2. Bref, ce n'est pas déductible. On a également les fonds de commerce. Alors ça, par exemple, quand on est boulanger, on achète un fonds de commerce. Est-ce que c'est déductible? Non. On achète un terrain. Est-ce que c'est déductible ou amortissable? La réponse est non. Ça fait partie des exclusions directes qui varient en fonction des années, mais on va de plus en plus, en tous les cas, vers des non-déductibilités à peu près de tout. Concrètement, on a également aussi ce qu'on appelle les dépenses mixtes. Alors les dépenses mixtes, là on va commencer à rentrer dans des choses qui vont répondre à quelques questions. Les frais de téléphone, les box et les ordis. Typiquement, vous vous trouvez chez vous, c'est votre siège social, et vous avez eu la bonne idée de mettre votre ligne téléphonique au nom de votre société. Est-ce qu'elle est totalement déductible? La réponse est non. On verra tout à l'heure tout ce genre de choses. Il y a des petites, je vous donnerai quelques tableaux qui vous permettront d'être à peu près tranquille. Deuxième, les voyages à caractère personnel et professionnel. Par exemple, c'est m'est arrivé il y a quelques années, il y a longtemps maintenant, donc je peux en parler. Il y a à peu près une douzaine d'années, j'ai été invité, payé d'ailleurs, pour animer une semaine au Club Med à l'île Maurice, par exemple. Ça, c'était super sympa. Mon épouse est venue avec moi, j'ai payé ses frais complètement pour être peinard, de telle façon à être tranquille. Donc, lorsque on fait un voyage, ça ne veut pas dire qu'à caractère professionnel, on est obligé effectivement de faire un aller-retour et puis se contenter de cela, mais si on vient à prolonger, eh bien, il faut qu'on ait une méthode qui soit cohérente. C'est-à-dire que si un jour vous avez un contrôle de l'administration fiscale, on ne pourra jamais vous reprocher si vous avez fait quelque chose qui est cohérent. Alors, on pourra revenir en disant ouais, c'était 5% de plus ou 5% de moins. Mais si vous ne faites rien, là, par contre, effectivement, ça pourra se déchirer. Les frais de véhicule également, notamment si vous avez un véhicule que vous avez acquis avec la société, eh bien, on peut se retrouver dans une situation où, à la fin de l'année, vous devez avoir ce qu'on appelle des avantages en nature ou un certain nombre de frais que vous ne devez pas effectivement avoir. Et puis, on a les fameux abonnements club. Alors ça, on me pose souvent la question, si je suis au Rotary, au Lions, dans un club de gym aussi, on peut prendre autre chose, est-ce que c'est déductible ou pas? Franchement, la réponse est non, en théorie, d'accord? Mais si vous arrivez à montrer que ces abonnements vous sont essentiels pour trouver des clients. Et dans ces cas-là, ce que je vous conseille, c'est de noter les noms des personnes et vous direz, regardez, oui, certes, j'y vais pour, je sais pas, garder la forme, etc. Je joue au golf ou je ne sais quoi. Mais concrètement, ça me permet d'avoir des clients. Donc, on ne pourra jamais vous reprocher de déduire une partie de l'abonnement, pas la totalité, il ne faut pas rêver, mais une partie. Et là, il faudra trouver un truc qui sera du style 50-50. Le jour où vous avez un contrôle, vous pourrez discuter, argumenter et dire « mais attendez, jamais je retrouvais ces clients-là dans ces cas-là ». Donc, comprenez effectivement que l'administration fiscale, c'est ça. Et Julie qui me pose la question des cotisations des anciens élèves, pareil. Alors, si c'est, bien évidemment, qu'on soit d'accord, Julie, si tu te trouves dans une situation où avec tes anciens élèves, tu arrives à trouver des clients ou des prescripteurs, oui, tu peux. Mais si tu en trouves zéro, ça sera un petit peu difficile. Alors, la première année, tu pourras toujours dire qu'il y avait l'intention, mais si ça fait 5 ans que tu te trouves dans cette cotisation d'anciens élèves et que ça ne t'a jamais rien apporté du tout, tu pourras te poser la question de la déductibilité, clairement, tout simplement. Fabrice, pourtant, garder les formes est essentiel pour faire du business. On est tout à fait d'accord, Fabrice. Je suis tout à fait d'accord. Moi-même, je m'astreins tous les jours à faire un peu de sport pour être en bonne forme. On est bien d'accord. Alors, maintenant, les dépenses difficilement acceptées. Quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure des costards cravates, on va y arriver directement en la matière. Alors, on va commencer par les frais de coiffure. Ça, c'est la tarte à la crème. On pose souvent ces questions-là, enfin, quoique ces temps-ci, on va être un peu peinard avec le Covid, parce que je crois que on va tous devoir soit attendre à avoir les cheveux longs, soit se couper les cheveux soi-même. Mais les frais de coiffure sont-ils déductibles ou pas? Clairement, oui. Si vous avez un boulot du style, je ne sais pas moi, vous êtes animatrice dans les conventions d'entreprise, clairement, oui, vous pouvez le faire. Et ça marche bien. Alors, j'ai marqué frais de coiffure, billets de spectacle, les courses alimentaires, traiteurs. On va prendre quelques exemples. Les frais d'hôtel d'un architecte qui voyage pour étudier les caractéristiques
caractéristiques d'un hôtel, par exemple, il va pouvoir le faire. Les billets de spectacle qu'on offre par un client, enfin qu'on offre à un client parce que c'est nécessaire au business, c'est déductible. Hein, il y a des cas de jurisprudence là-dessus. Alors, par exemple, il y a eu un exportateur qui a invité des Chinois, notamment, puis il leur a donné des billets de spectacle. Bon, je pense qu'il doit y avoir autre chose également, mais peut-être un peu moins avouable en tous les cas. Les frais de traiteur, c'est un bon exemple parce que souvent, on dit, on pense au restaurant, mais on peut très bien inviter des personnes chez soi, demander au traiteur qu'il vous fasse une facture et vous allez pouvoir bien évidemment le déduire parce que vous marquerez le nom des prospects ou le nom des clients qui étaient à l'intérieur. Donc ça, il faut vraiment y penser. Et puis, on pourrait prendre des accessoires de travail, les stylos, les cartables, les cahiers, les porte-cartes, etc. Et bien évidemment, les frais vestimentaires, mais à partir du moment où ils se rattachent à une obligation. Par exemple, vous êtes avocat, vous achetez une robe d'avocat, c'est déductible. Par contre, si maintenant vous avez un costume cravate, que vous êtes garde du corps, ça marche. Mais si vous n'êtes pas de garde du corps, bah, typiquement, ça, c'est le genre de truc qui sera difficilement admissible. Fabrice qui me pose une question, un coach business. Oui, bien évidemment. Là, c'est zéro problème, 100% déductible. Et au travers du cadeau de fin d'année, on y arrivera aussi également. Les cadeaux de fin d'année, c'est via le CE. Non, non, pas nécessairement. Hein, il n'y a pas besoin. On reviendra. Est-ce que la location d'un stand pendant un salon, c'est totalement déductible? Zina, j'ai travaillé de chez moi avant l'immatriculation. J'ai utilisé téléphone box ordi de chez moi. J'ai domicilié la SASU dans une société de domiciliation. Comment se passe la prise en charge par la SASU? Je les ai cités dans l'annexe des statuts. Dois-je dissocier siège social, établissement principal et les frais seront-ils repris rétroactivement si ces frais sont réellement ont été engagés? Alors, ça, c'est une vraie question qui est posée. Enfin, toutes les autres le sont également. Mais c'est une question qui est double, hein, puisque là, on se pose la question avant l'immatriculation et après. Le avant, oui, tu vas pouvoir effectivement tenir compte de tout cela si tu peux relier ces frais à ta création de ta société. Et parallèlement, sur la partie effectivement qui est faite après, le souci que tu pourrais avoir, c'est le fait, Zina, que tu ne te trouves pas dans le cadre d'un établissement secondaire, puisque ton siège social se trouve ailleurs. Donc, en théorie, tu devrais immatriculer quelque chose chez toi, d'accord, qui s'appelle un établissement secondaire. Si tu ne le fais pas, et durant cette période de confinement, je pense qu'il est admissible, si un jour tu venais avoir un contrôle fiscal, de leur rappeler que pendant plusieurs mois, on a été contraint de travailler de chez soi et qu'il était impossible d'aller ailleurs. Et donc, ça paraissait normal que la société puisse prendre à sa charge une partie des frais de location, une partie d'électricité, du gaz, de l'eau et tout ça. Pas de souci. Michaud, hello Michaud. Frais de représentation, genre je suis directeur de projet, je ne peux pas déduire un costume ou une tenue complète, chaussures, cravate. De temps en temps, ça se fait, Michaud. Et on va revenir dessus. C'est pour ça que je le marque juste après, parce que je savais que la question allait se poser. Alors, je vous ai fait quelque chose, par exemple, les vêtements dans le cadre d'un usage pro, comme les costumes, par exemple. Alors, je ne parle plus là du tablier de, je sais pas moi, de boucher ou de la tenue d'un pharmacien, mais je vous parle simplement, vous avez un costume et une cravate. Hein. Quel est le pourcentage maxi pouvant être pris en pro? Donc, c'est 50%. Et dans ces 50%, eh bien, vous pourriez avoir un risque fiscal en cas de redressement. Ça, c'est un point qui est super important et qui peut soulever une difficulté, c'est-à-dire que selon le contrôleur fiscal, eh bien, ce n'est pas sûr que vous obtenez gain de cause. Certains laissent tomber, d'autres comprennent et d'autres refusent totalement. Les frais de téléphone, vous avez une note téléphonique, pof, 90%, un peu maxi, parce que honnêtement, vous utilisez aussi souvent votre téléphone à titre personnel si vous n'avez pas de téléphone. Et là, en cas de contrôle fiscal, quel est le risque? 10%. Il y a très peu d'inspecteurs fiscaux maintenant qui reviennent dessus. Et pour le véhicule pro qui est utilisé à des fins privées, donc là c'est très clair, il y a des règles qui sont précises. Si vous ne respectez pas ces règles, dans 99% des cas, il y aura un souci.
Alors, Jean-Marie qui m'envoie un petit lien. Alors, je ne vais peut-être pas tout regarder, le lien. Alors, frais de repas, si déjeuner seul sont déductibles sous condition. Oui, les frais de repas sont dûment justifiés, note de restaurant, facture. Alors, quand on parle de note de frais de restaurant, de facture, Jean-Marie, il y a quand même un point qu'il faut bien avoir en tête. C'est que si tu regardes bien les notes que les restaurants te donnent, ce ne sont jamais tes factures. Quand je dis jamais, parce qu'une facture, c'est normalement le nom de ta société qui doit figurer dessus. Et donc, il est admis jusqu'à à peu près 150 euros, à peu près 150, 180. Il est à peu près admis qu'un simple ticket de note de restaurant, tel qu'ils existent, hein, ceux qui font apparaître le nom du restaurateur, le montant, la TVA, etc., puisse être admissible. Mais quand tu dépasses cette somme, là, tu dois dire, non, non, je ne veux pas d'une note, je veux une vraie facture qui soit au nom de ma société. Bon courage, hein, parce que je peux te garantir que là, le restaurateur, d'autant plus si tu arrives à 13h30, au moment de partir, le mec, il va te regarder avec des gros yeux. Euh, voilà, donc là, c'est dûment justifié et c'est super important. On est tout à fait d'accord, c'est ce qu'on appelle les conditions de forme, exactement. Sur maintenant les conditions, alors les conditions d'exercice, horaire d'ouverture et fermeture de l'entreprise, distance domicile de travail ne permettent pas à l'entrepreneur de rentrer de déjeuner chez lui. Alors ça, c'est une vraie question. Et il y a eu des cas de jurisprudence qui ont été donnés. Donc je n'ai pas regardé tout l'article, là, je n'ai pas le temps, mais de façon très claire, il y a eu des cas de jurisprudence qui ont montré que certaines personnes déjeunaient alors qu'ils n'étaient pas très loin de chez eux, mais ils montraient qu'en fait, c'était une nécessité absolue pour pouvoir faire plus de business. Parce que l'une des conditions pour qu'une charge soit déductible, c'est de ramener du business. Ça, c'est un point qui est ultra important. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est que de façon très concrète, si tu ramènes du business, les choses sont déductibles. Si tu ne ramènes pas, ça ne marche pas. Voilà, ça, c'est un point. Et pour la période de confinement, possibilité de prendre en charge une partie des frais de repas. Non, parce que là, tu vas manger chez toi. Et de façon très concrète, si tu déjeunes chez toi tout seul, eh bien là, ça pourra soulever quand même une petite difficulté. Donc, l'astuce, c'est que tu invites des personnes. Voilà, comme ça règle le problème de façon définitive. Et si tu es chez toi, que tu manges chez toi, etc., alors, il y a des cas où tu peux montrer effectivement que c'était une nécessité pour faire un petit peu plus de business, mais dans le cas d'un contrôle URSSAF, ils te redresseront sur une petite partie qui est ce qu'on appelle le MG. Hein, c'est 4 MG, c'est-à-dire que c'est à peu près 7-8 euros enfin, ou 5-6 euros, je sais, j'ai plus tout à fait en tête. Et cette partie-là ne pourrait pas être déductible. Voilà. Pascal, président non salarié de SASU, peut-on déduire la carte Navigo d'Île-de-France? Oui. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'avoir, étant donné que si tu l'utilises à des fins professionnelles, hein, qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de raison particulière. Alors que tu sois non rémunéré par ta SASU ou pas, à la limite, ça, on s'en fout. C'est une condition qui est liée à l'intérêt de la société. Est-ce que ta carte Navigo, tu as une facture? C'est les conditions de forme. Est-ce que sur la condition de fond, ça va dans l'intérêt de ta société? À Paris, on peut le croire quand même, parce que prendre une bagnole à Paris, c'est quand même courageux. Est-ce qu'il y a un intérêt pour que la société prenne à ta charge? Oui, parce que tu vas faire du business. Voilà, Pascal, la réponse. Donc, c'est oui. Et si on répond aux questions, bien évidemment. Yann, j'ai souscrit à une offre Internet plus téléphone à mon domicile pour ma SS domiciliée chez moi. Super. Je téléphone, c'est dédié à ma SS et j'utilise Internet à 80% pour mon travail. J'ai souscrit à l'abonnement en mon nom, sinon abonnement en entreprise, donc tarif x2 pour un service moindre, mais avec le RIB de ma SS. T'es rusé. Et je vais te donner l'ultime, c'est que dans ton adresse que tu vas pouvoir modifier, eh bien, dans la première ligne de ton adresse ou dans la deuxième ou la troisième, on s'en fout, tu rajoutes ta SS, le nom de ta CSS. Comme ça, ce sera parfait, tu auras la facture qu'il faudra. Parce qu'on n'en a rien à foutre, et je suis tout à fait d'accord d'avoir un abonnement pro, parce qu'en fait, c'est la daube, ils te font payer 2 fois plus cher, peut-être pas 30 ou 40% généralement de plus. Donc, il suffit que dans ton adresse, tu mettes le nom de ta société et tu seras au top. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme ça, tu pourras récupérer la TVA, on en parlera tout à l'heure. Qu'en a-t-il pour un véhicule utilisé pour le trajet domicile-travail? Alors, si ta siège social est chez toi, on est bon. Tu pourras donc aller et venir. Par contre, si c'est ton domicile à ton travail et que tu n'as pas ton siège social chez toi et que tu vas travailler ailleurs, ça n'est pas déductible. C'est uniquement déductible pour les professions qu'on appelle les BNC, bénéfices non commerciaux, c'est les entreprises individuelles en BNC. Ça, c'est possible. Mais pour tous les autres, ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle tu as un abattement sur ta tranche d'imposition au niveau de l'impôt sur le revenu.
Par contre, si tu avais ton siège social chez toi et que tu ailles chez des clients, oui, ça le serait. Déjeuner d'équipe, pas de problème non plus. Il faut bien évidemment que ce ne soit pas régulier, mais que ce soit toujours un petit peu motivé. Et bien évidemment, sur les factures de notes de restaurant, que j'ai complètement oublié de dire, il faut que tu notes le nom des gens qui ont déjeuné. Très important. Michaud, imaginons plus vicieusement que je fais couler une dalle de béton chez moi pour mon bureau. La facture peut être mise en frais pro. Oui, parce que si ton bureau, c'est ton siège social et que tu souhaites aménager ton bureau comme il te plaira, eh ben, c'est bon, Michaud, il n'y a pas de souci. Et il faut simplement faire une convention de mise à disposition et de dire que les éventuels frais d'aménagement, d'agencement, d'aménagement, etc., ce sera bon. Michaud, en fait, il faut imaginer le système un peu comme les chauffeurs de taxi. Tu as des chauffeurs de taxi qui roulent dans des bagnoles pas extraordinaires, et puis tu en as d'autres qui ont des Mercedes S, d'accord? Bon, tu remarqueras qu'on a tous finalement des goûts un peu bourgeois, on préfère tous rentrer dans une Mercedes S que dans une Peugeot 305. Mais concrètement, pour le chauffeur de taxi, il va pouvoir déduire, ça ne lui sera pas reproché. Donc si tu aimes le luxe, modérément, hein, on est bien d'accord, il ne faut pas s'acheter un tableau à 100 000 euros, un truc comme ça, tu peux aménager comme tu as envie. Jessica, faut-il renseigner le nom de la personne des personnes avec lesquelles on déjeune systématiquement? Oui. Si on souhaite déduire, ou est-ce à partir d'un certain moment, tu les marques systématiquement. D'accord? Personne n'ira vérifier d'ailleurs si ces personnes ont véritablement déjeuné ou pas, mais tu dois le noter. Rida, lors d'une location de voiture exceptionnelle pour aller dans un salon durant une période de 3-4 jours, est-ce que la location en soi est déductible? Oui. Ticket parking? Oui. Péage? Oui. Essence? Oui. Tout est déductible, absolument tout. Voilà, aucun souci. Voilà. Mais dans les abonnements, il y a une partie TV, ce n'est pas pris. Ouais, bon, ok. Ah, on est d'accord. Sur les abonnements Internet, sur la partie télé, théoriquement, ça ne va pas être pris. On est tout à fait d'accord. Maintenant, si tu arrives à déduire la partie qui est liée à la TV, bon courage. Je ne sais pas comment on fait là, en l'occurrence. Il faudrait avoir un truc à part. Donc, c'est pour ça que dans ces cas-là, tu n'as qu'à mettre 10 ou 20% à titre privé, puis comme ça, tu es tranquille. Alors, mine, pour les frais kilométriques, il faut juste noter dans un Excel le nombre de kilomètres jour comme justificatif en cas de contrôle et tu dois noter la raison, soit le nombre de clients que tu as été voir, soit le prospect, soit ce que tu veux. Tu ne peux pas simplement dire, tiens, j'ai fait 15 km, ça ne marche pas. C'est pour ça que dans notre module chez Doux, on peut noter sans aucune difficulté le nom des personnes. Zina, du coup, si on ajoute le nom de la société sur la facture téléphone et box, faut-il régler avec le compte pro ou je peux me faire rembourser par la SS si j'ai payé? Tu peux faire l'un ou l'autre. Personnellement, si j'ai un conseil à te donner, Zina, c'est bien évidemment que tu le fasses passer par le compte de la SAS pour deux raisons. La première, c'est que dans la vie, il faut être un peu feignant d'un point de vue administratif, puisque Doux va te le mettre directement et te le caser. Et si en plus, tu as écouté effectivement en rajoutant le nom de ta société sur ta facture, hop, tu récupères la TVA et comme ça, tu es peinard. Voilà ce qu'il faut faire. Jessica, ok. Edouard, peut-on offrir un iPhone pour un fournisseur? Why not, hein, pourquoi pas? On peut tout offrir, c'est pas interdit. Il faudrait expliquer pourquoi à son fournisseur on lui offre quelque chose comme un iPhone, d'autant plus si c'est le 12 et le max. Émeric, au risque de le faire répéter, si je peux agrandir mes pièces de ma maison, quel est siège? Ah oui, qui est le siège social de ma société, avec plomberie, etc. C'est déductible. Waouh, ça devient dur après, Émeric. Alors, la question, si tu veux agrandir, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Mais il existe des systèmes, alors là, on rentre déjà dans un autre level, c'est ce qu'on appelle des bails à construction. Alors, c'est des systèmes qui peuvent se mettre en route. Par exemple, allez, je vais aller jusqu'au bout, hein, et bon, c'est un peu complexe, mais on va essayer de résumer la situation. Tu as un terrain, il t'appartient, d'accord? Et tu veux construire, par exemple, ton bureau, un bureau dessus. Eh bien, tu peux faire un bail à construction, c'est-à-dire que tu laisses à ta société le soin de construire le bureau, etc., l'agencement, tout ce que tu veux. Et au bout de 25 ans, le bien va te revenir. Il y a deux avantages. Le premier, c'est que toi, tu ne payes pas, c'est ta société qui paye. Deuxièmement, au bout de 25 ans, ça revient un peu gratos vers toi. Et troisièmement, la société a pu amortir sur 25 ans le bien. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important.
Waouh, je vois que vous avez des questions. Voilà, Émeric, en tous les cas, on va jusqu'au bout. Et pour une utilisation bureau, donc si tu ne construis pas de nouveau de grosses choses, tu peux agencer. Il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai donné un cran supplémentaire. Et Didier, les cadeaux, on y arrivera tout à l'heure. Yannick, on peut louer un logement et passer l'électricité, l'eau et le téléphone sur le nom de l'entreprise qui n'est pas au nom du bail. Yes, il faut bien évidemment que tu fasses un petit papier, une mise à disposition de convention, quelque chose comme ça, pour être peinard. Paul-Antoine, je suis locataire et travaille dans une partie de mon appartement, qui est mon siège social, puis je déduire une partie du loyer. Yes. Tu vas déduire, par exemple, tu prends, je simplifie à outrance, hein, bien évidemment, Paul-Antoine. Hein. Tu dis que tu utilises, par exemple, 12 mètres carrés pour ton bureau. Si tu as, par exemple, ton logement fait 36 mètres carrés, bah, tu prends un tiers de tout de ton loyer, de l'électricité et puis du chauffage, et puis c'est bon. Yann, je viens de checker chez Orange, on ne peut pas modifier son nom facilement. Oui, c'est tout à fait vrai, mais dans ces cas-là, tu n'as qu'à changer ton adresse. Je l'ai fait personnellement, donc j'en suis sûr. C'est dans ton adresse qu'il faut changer ou tu le mets juste après. Rida, je suis en domiciliation et travaille de mon domicile, donc pas d'achat particulier de meubles, sauf un dossier maçon. Ouais, tu peux. Franchement, ça se tente. Péno, peut-on s'offrir des cadeaux à soi-même? Non, Péno, non. Par contre, il est évident que si tu veux te faire plaisir et que tu veux t'acheter un téléphone portable de haute qualité, ça peut être un cadeau, ça marchera. Si tu t'achètes un cartable qui est plutôt sympa, c'est un cadeau et ça marchera. Donc, il y a quand même des techniques pour pouvoir arriver. Michaud, un lien, c'est possible de convention location pour une partie de sa maison? Non. Alors, Michaud, je ne peux pas t'aider dessus. Ça se trouve, tu tapes sur Internet. Sinon, tu demandes à Doux. On le fait payer. Ça coûte un truc comme 50 €, je crois, un truc comme ça. On te fait les choses proprement. Ok, merci ABC. Paul-Antoine, ok. Sylvain, question un peu redondante quand je pose quand même. Le siège de ma SASU est dans une société de domiciliation et mon bureau à la maison. Est-ce que je peux aménager mon garage pour mon bureau et payer certains aménagements avec le compte de la société? Sylvain, là, tu vas arriver sur un truc qui coûte un peu cher. Et moi, ce que je te donne comme conseil, c'est de faire ce qu'on appelle une M2. Donc, c'est un document spécifique auprès du crédit du tribunal de commerce, enfin du centre de formalité des entreprises. Tu crées un siège secondaire et du coup, tes peinards, tu pourras le faire. Voilà, parce qu'au moins, là, tu pourras passer. Charlotte, quelles sont les justificatifs nécessaires pour déduire une partie du loyer? Rien. C'est toi qui remplis dans les notes de frais et tu fais un calcul sur une feuille de papier, histoire que si un jour tu as un contrôle fiscal, tu puisses expliquer les raisons pourquoi tu es arrivé à ce niveau-là. C'est tout. Julie, est-ce que dans une convention de mise à dispo, on peut faire un forfait avec Internet, électricité, full service comme un coworking, plus ou moins? Oui, Julie, il faut quand même qu'il y ait un lien. Et donc, il faut que tu rattaches. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de voir sur une année, tu vois combien tu as dépensé d'électricité, tu vois combien tu as dépensé de trucs, tu fais un calcul, tu mets un forfait et bingo, ça marche. J'aimerais savoir si mon domicile, ma société chez moi, je peux en gros, tant que j'arrive à le justifier, déduire logement, alimentation, déplacement. Alimentation, t'oublies. Déplacement, pourquoi pas, si c'est pour aller, bien évidemment, vers des choses. Et logement, il y a une partie, bien évidemment, qui peuvent se faire. Donnage, je voulais savoir, pour un indépendant dont le chiffre d'affaires on se moque, là, le chiffre d'affaires, quel est le tarif pour réaliser sa compta chez 12? 69 € par mois. Mais là, tu poses la question, je n'aurais pas répondu. 69. Marius, peut-on, ou 49 si tu es BNC, donc il faut que tu demandes au service commercial. Marius, peut-on revendre son bureau, chaise et écrit? Oui, oui et oui. Tu prends des photos, tu fais une facture sur le papier et c'est juste nickel, tu vas pouvoir le faire. Péno, pour la convention, je suis passé par 12 et c'est top. Bon, super, merci. Voilà. Eh ben Yann, ben, tu vois, ben, c'est super. Bon, ben, je suis super content que tu as trouvé l'astuce. Et voilà, José, tu as tout à fait raison, on risque de payer une CFE 2 fois. Tu te trouves à Paris, tu payes 50 à 100 €, c'est pas énorme. Et par rapport, c'est pour ça que je disais, si on commence à avoir de gros frais, eh ben, ça vaut le coup de le faire. Mais si on fait des agences, est-ce que cela n'a pas un impact sur l'IS? Non, pas du tout. Et Philippe, si le siège social est chez moi, dois-je réclamer le revenu en meublé ou vide? Eh bien, Philippe, moi, si j'ai des doigts, je le mettrai en vide. Déjà, d'une part, ça sera beaucoup plus simple. On peut le faire en meublé. Ça nécessite effectivement de faire un LMNP à côté. Donc là, ça risque de coincer un petit peu. Enfin, pourquoi pas. Mais le plus simple, c'est que tu te vendes tes tables, tes chaises et compagnie. Comme ça, tu es peinard.
Voilà, bon, j'ai terminé sur les questions. Putain, vous êtes super bien réveillés, c'est nickel. Je vais allumer la lumière parce que là, on commence à être un peu dans le sombre. Bon, je ne sais pas si on me voit un petit peu mieux. Et là, je me suis fait surprendre par le soleil qui tombe. Alors, donc, les dépenses surveillées. Les dépenses surveillées, on y arrive, c'est les cadeaux clients, les voyages et les frais de réception. Pourquoi c'est surveillé? Parce qu'il y a une déclaration qui s'appelle la DS2, exactement, et qui permet de vérifier deux, trois trucs. Et il y a tout un certain nombre de choses qui se mettent en route et dans lequel il y a une espèce de phobie de la part de l'administration fiscale. Alors, il y a l'article 39. Moi, ce que je vous donnerais comme conseil sur les cadeaux clients, la question, c'est est-ce qu'il y a un montant maximum de cadeaux clients? La réponse est non. Il n'y a pas de montant maxi. Il y a juste un montant maximum par cadeau et par client pour pouvoir récupérer la TVA. Mais au-delà de cette somme, j'ai plus en tête, c'est 69 euros, je crois, quelque chose comme ça. Mais quand on va au-delà, on peut quand même déduire. C'est juste effectivement qu'on ne peut plus récupérer la TVA. Ça, c'est le point. Maintenant, le cadeau client, il faut qu'il soit adapté. Il est évident que si, je ne sais pas moi, vous dépensez 1000 euros alors que vous demandez au client 500 euros par an, on va bien sentir qu'il y a une arnaque quelque part. Donc, ce ne sera pas possible. Donc, vos cadeaux doivent être ce qu'on appelle proportionnés, c'est-à-dire offrir du vin, du whisky, des bouteilles, des choses comme ça, c'est des choses qui se font sans aucune difficulté. Par contre, vous n'allez pas offrir un safari à quelqu'un avec qui vous avez 1000 euros de choses. C'est pas possible. Donc là, il faut vraiment l'avoir en tête. Super Ahmed, je suis en plus aidé par Ahmed qui me confirme bien que c'est 69 euros TTC. Top. Les voyages. Là, pareil, c'est vérifié. Donc, prenez bien garde, effectivement, que. Ah oui, dans vos cadeaux clients, j'ai oublié un truc. Marquez le nom de tous ceux qui ont bénéficié du cadeau client. Comme ça, vous serez peinard le jour où il y a un contrôle. Et si vous ouvrez, si, bien évidemment, faites attention aux 69 euros TTC si vous voulez récupérer la TVA. Si vous êtes bien au-delà, vous en moquez. Mais dans ces cas-là, c'est par cadeau unitaire et par client. Les voyages, j'en ai parlé, et les frais de réception. Si vous savez, quand vous faites une grande fiesta, vous faites venir des magiciens. Au sein de Doux, quand on a inauguré nos locaux il y a 2 ans, on avait changé de locaux, on a fait venir des magiciens, etc. Bien évidemment qu'on fait attention de dire, bah voilà, qui était présent, on a invité un tel, etc. Il y avait même le maire qui était venu. Voilà, donc c'est des choses qui se font. Et vous pouvez très bien faire comme on le fait. Personnellement, chez Doux, par exemple, alors, avec le Covid, c'est un peu cuit ces temps-ci, mais on avait l'habitude de sortir, d'aller au resto pour motiver nos collaborateurs, faire des spectacles ou des choses comme ça. C'est des choses qui sont entre nous. Mais bien évidemment, ça attire toujours les yeux des personnes. Alors, je suis en train de regarder. Michaud, si le client me rapporte 50 000 euros, c'est possible un cadeau de. Alors, 1000 euros, ouais, why not? Oui, ça me paraît adapté. Il faudra juste que tu notes bien pourquoi tu lui as offert et que tu t'en souviennes. Ah bon, la convention de mise à disposition, c'est 80. Merci, c'est top. Connais mieux les tarifs que moi, c'est nickel. Julien, si je dois aller à un séminaire à Paris, je souhaite amener ma femme et mes enfants et s'intégrer à la société. Oui, bien évidemment, ta société pourra tout payer, mais par contre, ce que je te conseille, c'est de prendre une partie, effectivement, en moins qui correspond à ta femme et tes enfants. Généralement, le prix d'hôtel, c'est toujours le même prix, donc ça ne change rien, donc on oublie. Par contre, peut-être par exemple pour les petits déjeuners, tant qu'ils ne pas, tu dis tiens, les, je sais pas moi, les 15 euros de petit déj, c'est moi qui les prends à ma charge. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi ça. Et le restaurant, tu demanderas une addition, puis tu marqueras. Alors, tu peux inviter de temps en temps, d'ailleurs, la petite ruse que tu pourras avoir, Julien, c'est de mettre ta femme comme associée, comme ça au moins tu pourrais faire des assemblées générales, mais et puis aller au resto, mais de façon très concrète, il faut toujours essayer d'être toujours cohérent. Voilà, c'est ça. C'est pas interdit d'amener son épouse et ses enfants, mais il va falloir effectivement qu'il y ait une quote-part qui soit payée par toi. Donc tu mettras en moins de ton compte courant. C'est relativement simple. Voilà. Maintenant, on va parler d'adduction de la TVA.
euh, Frédéric qui adore. Alors, ça peut être l'époux aussi, qu'on soit tout à fait d'accord. José, dommage que ne gère pas encore l'activité chiffre d'affaires assujetti à TVA, une activité non assujettie à TVA, c'est bientôt. C'est très, très bientôt. Voilà. Alors, la déduction de la TVA. La déduction de la TVA, j'en ai parlé. Par exemple, quand vous avez des frais pour 120 euros, vous récupérez les 20 euros et du coup, vous avez un coût réel à 100 euros sans tenir compte de la baisse de l'IS. Donc, la TVA, c'est aussi un point qui est ultra important. Et là, on a pareil des conditions de déduction sur le fond, notamment la déduction de la TVA sur les dépenses qui sont exposées pour des besoins d'opérations taxables, traduire en fait que c'est les mêmes conditions de déduction que les charges. Et bien évidemment, sur la forme, de nouveau, il faut une nécessité d'une facture régulière, bien évidemment. Et donc, on se trouve effectivement, et je vais revenir sur la TVA, sur certaines dépenses sur lesquelles vous ne pouvez jamais récupérer la TVA, mais jamais, 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 qui sont les frais d'hôtel. Pourquoi on ne peut pas récupérer la TVA sur les frais d'hôtel? On ne sait pas, c'est interdit. Vous ne pouvez pas non plus récupérer la TVA sur les frais de transport. Alors, sur Doux, vous pouvez marquer les frais de TVA, mais nous, on s'arrange pour ne pas les récupérer parce que tout simplement, c'est interdit. Donc, les frais de TVA sur les métros, les frais de TVA sur le taxi, ça ne peut pas fonctionner parce que l'État dit qu'on ne peut pas récupérer la TVA lorsqu'il s'agit du transport de personnes. Voilà. Par exemple, allez, on va être jusqu'au bout. Vous allez voir que c'est complètement débile. Quand vous achetez un scooter, quand une pizzeria achète un scooter pour livrer des pizzas, d'accord, eh bien, ce n'est pas considéré comme un transport de marchandises, c'est considéré comme un transport de personnes. Je ne sais pas quel est l'imbécile qui a été trouvé cette solution, parce que la pizzeria, elle n'en a rien à foutre que les gens se déplacent. Et eux, ils veulent que ces pizzas se déplacent. Néanmoins, toute la TVA sur un scooter n'est pas déductible. Les frais de réparation de la TVA n'est pas déductible. Vous comprenez l'aberration du système, mais c'est comme ça, c'est la loi, un point c'est tout. Et il y a de longues années, la TVA n'était pas récupérable non plus sur les frais de restaurant. Et puis un jour, il y a une grosse société qui a porté plainte devant la Cour européenne et qui a obtenu gain de cause, et l'État français a été obligé. C'était un peu couillon qu'ils n'avaient pas demandé non plus l'hôtel. Mais bon, c'est comme ça. Et sur l'achat d'un vélo, ça ne marche pas, Jean-Marie, parce que la TVA n'est pas récupérable, parce que tout simplement, c'est du transport de personnes, encore une fois de plus. Mine, pour un achat dans l'Union européenne, la TVA est-elle déductible? Non, non. Alors attends, je reprends. Quand tu achètes, Mine, que tu es en France, tu achètes en Allemagne, par exemple, débrouille-toi pour ne pas payer la TVA, ok? Et quand tu achètes le bien, avec le système Doux, il va te demander s'il y a une TVA. Tu lui répondras non, et il te dira pourquoi, et tu dis, hop, Union européenne. Enfin, tout se fait automatiquement. Et dans ces cas-là, notre système crée de la TVA qu'il te fait déduire immédiatement. C'est une opération neutre. Débrouille-toi, Mine, pour acheter des biens sans TVA. Et nous, on fait ce qu'on appelle l'auto-liquidation avec notre système qu'on a dans Doux. Donc, pas de problème. Et voilà la démarche, elle est faite par Doux. Mais encore faut-il que tu te débrouilles pour acheter sans TVA. Parce que si tu achètes avec de la TVA, t'es mort, tu ne la récupéreras jamais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on peut la récupérer, mais c'est tellement complexe. Il faut que tu fasses un document que tu envoies aux douanes, qui vont traiter en Italie. En Italie, pour récupérer la TVA, c'est 6 ans. 6 années pour récupérer la TVA en Italie. L'Allemagne, 2 années. Bon courage. Paul-Antoine, pour les restaurants, il faut être systématiquement précisé le détail entre les produits à 5,5 ou 10% ou pas nécessaire. Alors, si tu mets rien, dans notre système, ça se met. Et donc, le montant de la TVA, on a besoin que de ça. Tu n'as pas besoin de détailler. Il suffit juste que tu marques le montant de la TVA. Avec notre système, ça marche tout seul, Paul-Antoine. Tu verras. Est-ce mieux d'avoir une société à deux types, SAS ou SRL? En quoi c'est mieux d'avoir une société, une SAS ou une SRL? Alors, sur la déduction, ça ne change pas grand-chose. Il y a juste un petit problème, c'est pour les BNC, mais ça, c'est un peu plus compliqué. Pour les professions libérales, ils ont une condition supplémentaire qui est que pour que ce soit déductible, il faut respecter la déontologie, ce qui n'existe pas dans les SAS ou les SRL. Voilà, Jean-Marie, c'est bien l'autoliquidation de la TVA intracommunautaire.
Et voilà, il faut un numéro de TVA. On est tout à fait d'accord. José, pour tous les achats Europe, il faut donner avant notre numéro de TVA intra. Voilà, et on est que ça. D'ailleurs, faites-le, faites l'expérience. Quand vous achetez, moi, ça nous arrive hein, chez Doux, on achète des choses, notamment des serveurs, par exemple, sur Dublin ou des choses comme ça. On est en France et en Europe, c'est un peu complexe, mais on a des systèmes, effectivement, qui se trouvent en Dublin, à Berlin également, en France. On fait très attention, bien évidemment, de faire des copies de tous les côtés et on demande d'être facturé sans TVA. Et on fait le système de TVA intracommunautaire. Sofiane, dans le cas d'un achat de véhicule électrique avec séparation du prix du véhicule et la batterie sur la facture, est-ce que la TVA sur la batterie est récupérable? La réponse est non, parce que tout simplement, la batterie est attachée au véhicule. Par contre, le gros avantage, Sofiane, c'est que tu pourras déduire et amortir la batterie sur la totalité du prix. Si on prend une Tesla, par exemple, dont la batterie vaut 25 000 € environ et que la facture fait bien apparaître, tu déduiras les 25 et le reste du corps du véhicule, tu pourras amortir sur une base de 30 000. C'est-à-dire que si ton véhicule a été acheté 55 000, tu amortiras la totalité de ton véhicule. Alors que si tu avais un véhicule électrique, ce serait 18 300. Ça change beaucoup de choses. Voilà. Péno qui me donne pour la TVA Lyon, déclaré sur douane.gouv.fr si le paiement de la TVA. Ouais. Nicolas, or l'achat entre la TVA entre le vendeur fait-il une déclaration de son organisme? Lors d'achat en TVA intra, le vendeur fait-il une déclaration de son organisme? Oui, oui Nicolas. Quelqu'un qui te vend, en fait, soit il fait une DEB si c'est un bien matériel, soit il fait une déclaration de DES, hein, Déclaration européenne de service, pour le faire. Michaud, actuellement, j'ai trouvé un développeur en Suisse. La Suisse, c'est pas l'Europe déjà, c'est pas intra. Pour un de mes projets, j'ai demandé qu'il me donne une facture sans TVA. Oui, bien évidemment. Du coup, bien évidemment. Alors là, tu n'as même pas de TVA intracommunautaire, étant donné que c'est la Suisse. Donc pour eux, il doit t'envoyer une facture sans TVA suisse. On est tout à fait d'accord. On fait comment dans les faits pour acheter sans TVA en Allemagne, par exemple? Faut le demander, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Voilà. Et s'il refuse, tu dis, tu te débrouilles. Mais c'est assez simple, hein, Sina, hein, franchement. Hein. Michaud, fan de Tesla, c'est ta voiture? Non, non, j'ai une BMW i3. Enfin, j'ai plusieurs voitures, mais j'ai une BMW i3 que j'ai eue avant la Tesla, parce qu'à l'époque, avant la M3, enfin le modèle 3, la Tesla 3, il n'y avait que les autres et je trouvais que c'était bien trop cher pour les besoins que j'avais. Bon, voilà. Alors, on était dessus, et puis je suis sur les cas particuliers, dépenses mixtes et dépenses exclues du droit de déduction au niveau de la TVA, bien évidemment. Donc, dans les dépenses mixtes, c'est les dépenses en fait qui sont mi-particuliers, mi-professionnels. Bon, on en a déjà parlé pas mal, on ne va pas revenir dessus, mais dans ces cas-là, effectivement, dans ce cas-là, la TVA ne peut être récupérée que pour partie. Bon, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En tous les cas, vous avez été très dynamique. Hein. Merci en tous les cas. On ne peut pas s'endormir, c'est juste pas pensable. Et moi, j'adore quand il y a énormément de questions. Michaud, en parlant de déduction, y aura-t-il un webinaire, par exemple, si on veut s'investir en bourse avec société ou pas? Je vais le noter, tu vois, parce que je note sur une feuille de papier, parce que je ne peux pas taper en temps réel, et je note ce genre de choses. Bon, je ne sais pas, c'est investir en bourse. Il faudra que je demande dans ces cas-là quelqu'un peut-être d'autre investir en bourse avec sa société. Je suppose que c'est la question qui va être posée. On peut offrir cadeau comptable, pas de souci. Pas de souci. C'est déjà possible, oui. L'assurance auto est-elle déductible? Alors, si ton véhicule est dans ta société, la réponse est oui. Si maintenant tu prends des annuités kilométriques, la réponse est non. C'est parce que les annuités kilométriques, ça correspond à tout, sauf à deux choses. Le péage et les parkings ponctuels ne sont pas compris dans l'annuité kilométrique, le reste l'est. Merci ABC. Jérémy, qu'en est-il des frais de prévoyance et mutuelle du président de SASU? Je vais faire un webinaire qui est prévu dessus et on pourra en parler parce que je vais décortiquer les prévoyances et mutuelles. Oui, c'est déductible jusqu'à une certaine hauteur. Si tu ne donnes pas de salaire, ce n'est pas déductible. Et si tu te donnes un salaire, tu peux commencer à espérer le faire. Voilà. On n'a pas abordé le traitement des avantages en nature. Je le marque dans le prochain webinaire. Alors, pour faire ultra simple, les avantages en nature, tu as deux façons de le traiter. Quand tu es président de SASU, soit tu les colles en moins de ton compte courant, soit tu le mets en plus dans tes bulletins de salaire. Et dans ces cas-là, c'est soumis à charge sociale, charge patronale et à l'impôt sur le revenu.
Et si tu es dans le cadre de gérant de SARL, dans ces cas-là, ça vient en moins de ton compte courant. J'adore. Merci ABC. Pôle emploi, habitualité du type, même réponse, yes. Mais avec la condition que j'ai donnée, bien évidemment. Jean-Marie, sur le matériel du sport, pour les personnes travaillant pour l'entreprise, est-ce que c'est déductible? Est-ce que c'est TVA récupérable? Eh bien, tu peux tenter le coup, Jean-Marie. Mais bien évidemment, il faudra que le matos se trouve bien dans ton entreprise, que tu puisses montrer que c'est directement adressé pour tes salariés dans le cadre effectivement d'un bien-être, de coaching, de tout ce que tu veux. Jean-Marie, si ton matos est bien là, si tu as bien tous tes trucs, etc., c'est un coup qui se tente. Et si demain tu as un contrôle fiscal, eh bien dans ces cas-là, il faudra un petit peu défendre ta situation. Mais ça fait partie du bien-être, au même titre que, je sais pas, moi, avoir du papier peint, enfin, c'est peut-être pas le bon exemple, ou avoir des jolis rideaux, avoir un joli fenêtrage, ça fait partie effectivement du coup. Tu peux le mettre aussi par le biais de ton comité d'entreprise s'il y avait besoin en tous les cas. Voilà, il n'y a pas besoin, Michaud, de créer sa propre société spécialisée de sport dessus. Est-ce que Douai est compatible avec la spécificité de Martinique? Est-ce que Doux est compatible avec... Non, 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 on ne fait pas, Fabrice, pas encore la Martinique. J'ai des demandes toutes les semaines sur la Martinique et la Guadeloupe. Il va falloir qu'on s'y colle un jour. Mais si on s'y colle un jour, on demandera sans doute à des confrères de nous driver complètement pour être sûr d'être peinard et de prendre, parce que c'est un des grands principes qu'on est chez Doux, on essaie d'aller jusqu'au bout. Donc c'est la raison pour laquelle on ne fait pas encore en Martinique, ni en Guadeloupe, ni dans les dom-toms, ni en Corse. On ne fait que pour notre métropole. Voilà, c'est tout. Désolé, hein, ça viendra. Jessica, les noms des personnes invitées en repas pro, on les mentionne simplement dans la zone commentaire sur la ligne comptable chez Doux. Non, tu n'es pas obligé. Alors, soit tu le mets sur la ligne comptable sur Doux, pourquoi pas, ouais, c'est possible. Soit tu le mets directement sur ton ticket. Hein, voilà. Ok, Yann, merci. Mine, pour une dépense avec amortissement comme un téléphone, faut-il amortir complètement avant de pouvoir acheter un autre téléphone? Non, tu n'es pas obligé. Si tu as envie de changer de téléphone tous les ans, vas-y, ne te gêne pas. Après, d'ailleurs, Apple te les reprend, si c'est des iPhones notamment. Possible de donner les liens pour... Ah oui, le lien sur l'assurance, je le ferai tout à l'heure. Ok, haute interrogation des dons associations sponsoriques, oui, c'est déductible. Tu peux même avoir ce qu'on appelle des crédits d'impôt. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tu peux avoir des crédits d'impôt qui sont parfois plus avantageux que la déduction. Oui, c'est possible. Un peu comme si tu achètes aussi des œuvres d'art, tu peux avoir des crédits d'impôt. Nicolas, il faut juste que le mec soit vivant, c'est tout. Nicolas, avantage en nature, y a-t-il un tableau avec des pourcentages, exemple, usage pro? Oui, dans les articles, tu peux les trouver. Si tu tapes voiture ou avantage en nature, Doux, tu les trouveras. Tout est marqué dessus. Michaud, avoir si possible aussi support de Doux pour les entreprises suisses. Ouais, pourquoi pas. On fera peut-être qu'on imagine un truc dessus aussi, je vais le noter. Pas simple, tout ça. C'est pareil entre Guadeloupe et Martinique, je ne sais pas, Zina, je l'ignore. Est-ce que le confinement a une incidence sur votre organisation? Nous, non, zéro. Il faut savoir que chez Doux, on avait déjà une politique du télétravail où chaque personne, par exemple, moi-même, j'avais toujours une journée de télétravail systématiquement. Et j'ai certains collaborateurs qui ont 2, 3, 4 jours. On n'hésite pas. Et le fait d'être là aujourd'hui au niveau de l'organisation, est-ce que ça nous gêne? Non. Ça, par contre, un problème, c'est notamment pour les greffes du tribunal de commerce qui, eux, ont du mal parfois à gérer leur situation. Et du coup, dans les créations d'entreprises, on a remarqué que sans doute, on allait avoir un petit peu plus de difficultés à créer des sociétés aussi rapidement. Mais nous, notre organisation, zéro. Zéro problème. Yannick, est-ce qu'on est obligé de garder les factures dans le cas où on les scanne dans Doux? Alors, ça, c'est une très, très bonne question. Aujourd'hui, la loi dit qu'il suffit du scan, sauf que le décret d'application n'est pas tombé. Donc, oui, tu es obligé de garder tes factures. Voilà, tu les gardes systématiquement. Tu les mets dans une boîte. Tu n'as même pas besoin de les classer. Si un jour tu as un problème, tu les ressortiras. Si tu les scannes dans Doux, tu peux, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce sera fait. Bon, Michaud, merci. Voilà. Merci, Michaud. Octroi de mères différentes, spécificité fiscale à l'embauche. Voilà. Ah, oui, sans doute, oui. Il y a sans doute des cas, ouais, effectivement. Donna, mais du coup, comment on contacte notre comptable chez Doux en période de confinement? Comme d'habitude, ça change strictement rien du tout.
Tu passes un coup de téléphone, tu envoies un chat et hop, tu as la personne. Voilà, c'est aussi simple. Alors nous, on fonctionne avec des systèmes comme Ringover, je ne sais pas si tu connais, mais par exemple là, je suis dans le sud de la France actuellement, eh bien, qu'on m'appelle sur mon téléphone portable ou sur mon ordinateur, quel que soit l'endroit de la planète où je me trouve, on m'a. Eh bien, tous nos collaborateurs, c'est exactement pareil. Ça ne change rien. On fonctionne de la même façon qu'on soit au bureau ou qu'on soit ailleurs. Tout le monde est équipé. Tous nos collaborateurs ont des portables avec des postes, avec carrément des écrans qui veulent chez eux. Et quand on était en gros confinement, dans le premier confinement, il y a quand même des gens qui sont venus même récupérer des bureaux pour s'installer chez eux. Il faut le savoir quand même. Donc nous, on a une politique très ouverte, en tous les cas, sur le télétravail. On n'a aucun problème. Euh, voilà. Ah ben oui, 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 Zina. On peut avoir des experts comptables de Guadeloupe, on peut avoir à Paris. Ça, c'est leur choix. C'est les experts comptables qui ont fait ce choix. Nous, on ira dans ce sens-là à partir du moment où on sera sûr qu'on maîtrisera complètement les choses. Voilà, voilà. Et on rappelle toujours, oui, Michaud, on est tout à fait d'accord. Oui, et Jean-Marie, j'attends de pied ferme ce fameux décret. Je ne comprends pas qu'il soit toujours passé. C'est juste inadmissible. Voilà, Michaud, c'est super sympa en tous les cas de nous faire de la publicité. Alors justement, tiens, en parlant de publicité, tiens Michaud, toi qui es client, et j'en rappelle parce que j'ai toujours l'un de mes directeurs, notamment de commercial, qui me dit Patrick, tu ne parles jamais du parrainage. Je le fais comme ça, il sera super heureux. Le parrainage, c'est un système où nos clients, vous verrez, on ne fait pas de pub chez Doux. C'est le bouche à oreille qui marche principalement. Si vous êtes client chez Doux, vous pouvez parrainer quelqu'un. Si vous parrainez une personne, ça lui permet d'avoir 1 mois gratuit, ce qui fait 2 mois gratuits pour le filleul et 1 mois gratuit de parrainage pour vous. Voilà. Eh bien, Michaud, s'il y a quelqu'un qui veut un parrain, c'est le moment, il donnera et je vais laisser le point se faire. Et pendant ce temps-là, pendant que je mettrai la musique, j'en profiterai pour faire. Ce que j'ai proposé s'associer avec d'autres. Oui, voilà, je vais marquer. Oui, alors Yannick, oui, tout est développé en interne. Oui, 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 tout à fait. Tout le temps évolutif, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que quand les gens me disent est-ce que vous avez un produit fini, je réponds toujours non. Pourquoi? On a actuellement 15 ingénieurs, pour la petite histoire, au sein de Doux. Doux, il à la fois repose sur 2 gros piliers. La partie, c'est le conseil, c'est l'humain, et ça, j'y crois à fond. Et l'autre pilier, c'est l'intelligence artificielle. Donc, en interne, nous avons des ingénieurs, on a des data scientists, on a de tout. Et partie conseil, on a des juristes en fiscalité, en droit des sociétés, en droit social, et nous serons très certainement le premier expert comptable de France à faire des bilans robotisés. On n'a pas honte de le dire, mais l'humain sera toujours et systématiquement là. Voilà. Et les cryptos, allez, je le note aussi. Alors, les cryptos, là, c'est super casse-gueule. Il faut savoir qu'on avait pris des positions, nous, puisque depuis 10 ans que ça existe, la crypto-monnaie, eh bien, il faut savoir que le Comité national de la comptabilité n'a toujours pas donné. Et je vois marqué rachat de société. J'en ai un qui est à la vente des sociétés. Celui-ci, il est déjà prévu. Voilà. Bon, je vais vous laisser continuer. Je vois en tous les cas que ça donne un maximum. Je vais vous laisser continuer à donner. On va passer à un truc de vidéo. Je suis en train de chercher mes propres termes. Donc, n'hésitez pas, là, vous allez pouvoir continuer. Je vais laisser la vidéo. J'ai mis une petite photo d'une partie de l'équipe. Et puis, on va s'amuser à faire un coup de supplémentaire de disco.